Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Merci au public chaleureux qui nous accompagne et à la bande de passionnés d'art. Bonjour à toutes, heureux de vous retrouver. Nathalie Lesage, journaliste avec ton regard ô combien juste, parfois décalé. Bonjour Nathalie. Pourquoi? Des fois. Parfois. Souvent. Souvent. Lauriane Mélière. Bonjour Lauriane. Bonjour la bande. Tu repères les grands enjeux de notre époque à travers la création artistique. Arabelle Rey, bonjour. La globe trotteuse de l'art. Tu parcours le monde pour nous faire découvrir les artistes de tous les pays. Et Margot Bétou, la mémoire vive. Bonjour tout le monde. Bonjour à mon tellement gynécée. plus. Et bien sûr, Charlie Voudou. Salut Charlie. Salut. Pianiste virtuose, star du cabaret, Madame Arthur. C'est quoi votre mot du jour, les amis? On commence avec toi, Nathalie. Mon mot sera toupet parce que je vais vous parler d'une artiste qui en a tout plein. Lauriane. J'ai décidé de ne pas suivre les règles, mais 3 mots, c'est chambre avec vue. Ah, ben là. Arabelle. Annyeonghaseyo. Ça veut dire bonjour en coréen, parce que je vous emmène tout. Très réussi. L'accent est parfait. Annyeonghaseyo, je suis pas sûre, je m'excuse auprès des Coréens, parce que je vous emmène tout à l'heure à Séoul, en Corée du Sud. Et on comprendra donc pourquoi tout à l'heure. Margot. Moi, c'est lumière, parce que je vais vous parler du peintre de la lumière tout à l'heure. Et de ton côté, Charlie? Eh bien moi, en hommage à Matt Nu, on s'est moqué de moi en disant que j'étais déguisé en patineuse, alors que c'est un ciel étoilé de nuit quand même. Non, ça fait penser à Hans Zimmer et Interstellar. Merci Charlie. Dans les étoiles et vers les étoiles, notre premier invité, je vous le disais, c'est un grand écrivain, scénariste, réalisateur. L'art est au cœur de ses romans et il est un très grand passionné de la création artistique. Il vient de publier Je suis drôle chez Gallimard. David Funkinos est l'invité de la Grande Galerie francophone. Bonjour David et bienvenue. Formidable roman, Je suis drôle. Précision au lecteur avant de parler de ce livre. Je suis drôle. C'est une biographie d'Ali Badou. J'aimerais bien, mais On va vérifier. c'est un autre. Oui, c'est un autre. C'est l'histoire de Gustave Bonsoir qui a 19 ans, mais dans tous les romans, voilà, on met des choses personnelles. Donc moi, dans les années 80, j'ai essayé d'être drôle. D'accord. Bah, Mais bon, vous allez voir que c'est fini. Vous nous en direz plus tout à l'heure. On va commencer par la première question rituelle. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie? L'art apporte, j'allais dire tout. Ça a changé ma vie profondément. Moi, j'ai été gravement malade à l'âge de 16 ans. J'ai passé des mois à l'hôpital. Et c'est vrai que en sortant de l'hôpital, la première chose que j'ai voulu faire, c'est aller dans les musées, me consoler par la beauté, me cicatriser d'une certaine manière. Et c'est aussi pour ça que l'art est si important dans mes romans, dans mes livres. Oui, J'ai le sentiment que je ne pourrais pas vivre sans le rapport à l'art. Donc je suis très content de faire cette émission pour aussi découvrir des choses grâce à vous. Et on est heureux en tout cas de vous recevoir. Si vous deviez citer une œuvre d'art qui vous a marqué, qui vous a accompagné, qui vous a ému récemment? Alors récemment, j'étais dans le jury de la fondation Sisley. C'était passionnant de voir tous ces jeunes. Oui, c'est un prix très important de voir tous ces jeunes créateurs. Et c'est vrai qu'on a décerné le prix à une jeune artiste, peintre ukrainienne, Victoria Orechenko. Et c'est vrai qu'elle m'a bouleversé d'abord par sa puissance graphique, visuelle, mais aussi par tout ce qu'elle a raconté autour de son œuvre et l'utilisation des objets. L'idée que voilà, elle peignait des objets, mais que ces objets-là ont pris une toute autre signification forcément avec la guerre et après la guerre. Bien sûr. Donc c'est extrêmement impressionnant. Moi j'ai été bouleversé par ces toiles et puis par leur signification. Alors justement, quand vous regardez de l'art, est-ce que vous attendez d'abord une émotion ou est-ce que vous attendez qu'on vous raconte une histoire? Ce qui prime avant tout pour moi, c'est le rapport à la beauté. Le rapport à la beauté? Oui, l'esthétique, c'est-à-dire que chacun, évidemment, a sa propre définition de la beauté et de l'émotion esthétique, mais c'est ce qui compte avant tout pour moi. C'est-à-dire qu'avant même la compréhension, la signification, la symbolique, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir comme ça un accès à une émotion. Vous le disiez, vous avez été gravement malade à 16 ans. C'est présent dans votre écriture, c'est présent aussi dans votre peinture, parce que vous peignez?
Alors c'est très sympa, Ali Badou. J'ai peint il y a très longtemps quelques croûtes de peintres dépressifs. Non, mais d'ailleurs c'est un peu le sujet du livre. C'est un jeune homme qui se cherche. Oui. Et moi, comme voilà beaucoup de jeunes, quand j'ai commencé à vouloir être soumis à l'expression artistique, j'ai senti que c'était par la création que je pouvais exprimer ma sensibilité. J'ai tout tenté. J'ai tenté la peinture, j'ai tenté la musique. Là aussi, j'étais assez pathétique. Et finalement, progressivement, ce sont avec les mots que j'ai réussi à m'exprimer. Vous avez abandonné la peinture ? Mais pour moi, j'ai le sentiment que tout est lié. Ouais. D'ailleurs, j'adore, même si on lit les textes de Kandinsky sur la synesthésie, j'ai l'impression que moi, quand j'écris, j'ai des couleurs en tête, j'ai des formes géométriques. Et donc, pour moi, tout est lié. C'est-à-dire que quand on écrit, on a des sonorités. Je continue la musique à travers l'écriture. Je continue la peinture, c'est gentil d'avoir appelé ça, mais tous les artistes français ou peu importe, quand on écrit, on a besoin de l'art, on a besoin de se promener dans les musées, on a besoin d'être au contact des œuvres, je crois, pour s'éveiller, pour s'inspirer, pour laisser aussi sa rêverie se promener. Alors, vous parlez de rêverie, vous parlez de votre besoin ou du rapport à la beauté. Moi, il y a l'un de vos livres qui m'a particulièrement touché, c'est Charlotte. Et Charlotte, c'est une autre peintre qui a compté énormément pour vous. Charlotte Salomon, c'était une artiste allemande du XXe siècle. Elle a été assassinée dans les camps de concentration. Vous lui avez consacré un livre qui avait été couronné du prix Renaudot, c'était en 2014. Qu'est-ce qui vous a touché chez elle et qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter son histoire ? Il a fallu la rencontrer, il a fallu la découvrir. Oui, complètement. Elle était très très peu connue et c'est vrai que ça a été un coup de foudre, si j'ose dire. Parfois on dit qu'un coup de foudre, c'est la rencontre avec quelque chose qui existait déjà en nous. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré son œuvre, il y avait une petite exposition en 2006. J'ai eu l'impression que je l'attendais depuis toujours, qu'elle me parlait. J'ai été absolument bouleversé parce que c'est une œuvre autobiographique. En 1300 gouaches, elle raconte sa vie. On voit ses œuvres à l'écran. Voilà. Expliquez-nous d'ailleurs ce que vous y voyez, ce qui vous a particulièrement touché. Alors d'abord, c'est d'une beauté esthétique très très impressionnante. Et c'est une œuvre qui est très très puissante parce que c'est à la fois une œuvre esthétique, c'est une œuvre littéraire parce que c'est accompagné de textes littéraires et c'est aussi une œuvre musicale parce qu'il y a des indications de musique. Il faut imaginer cette jeune femme qui, en plus juive, obtient le premier prix aux Beaux-Arts à Berlin. On est face à un génie de la peinture et qui, en exil dans des conditions si difficiles dans le sud de la France entre 1940 et 1942, va peindre avec très peu de conditions matérielles, avec 3 couleurs, cette œuvre si puissante, cette œuvre autobiographique. Et c'est bouleversant parce que là, on se rend compte que même si c'est très simple. C'est très travaillé. Oui, alors c'est là peut-être, mais ce qui me fascine chez elle, c'est que moi j'aime la culture allemande d'une manière générale. On parlait tout à l'heure de la correspondance entre les arts. Elle est très très influencée par le cinéma allemand, par Walter Benjamin, par la littérature, et on sent à travers ses cadrages, à travers le fait qu'elle raconte sa vie à travers la peinture. C'est une inspiration de Chagall, ça, l'autobiographie picturale. Elle est d'une modernité et d'une inventivité hors norme. Et puis j'ai été très ému d'avoir le Goncourt des lycéens pour ce livre parce que au-delà de sa peinture, je trouve que c'est une femme qui représente pour moi le courage et la beauté de se dire justement, c'est un peu dans le thème de l'émission aussi, de se dire que, y compris quand on traverse des blessures, des souffrances, des grandes douleurs, ce qui est son cas, les plus grandes, on peut vraiment, c'est un destin douloureux et tragique, on peut aller chercher au plus profond de soi la beauté pour survivre. Vous avez cité un philosophe extrêmement important, Walter Benjamin, qui avait défini la notion d'aura. Alors, ce n'était pas un mystique, mais pour lui, une œuvre avait quelque chose comme une aura, quelque chose qui la rendait absolument singulière, la distinguait de n'importe quel autre objet du monde. Est-ce que vous avez ce rapport-là à l'art, vous aussi ? Ce que j'aime bien dans ce que vous dites et dans l'idée de l'aura, c'est que c'est indéfinissable. Et il y a quelque chose, parfois c'est vrai, on discute, on réfléchit, on a des gens qui nous expliquent les œuvres, mais ça fait appel à notre sensibilité la plus profonde, la plus intime et la plus indéchiffrable. Et j'adore ne pas comprendre même ce que je ressens parfois face à une œuvre. Et là, je pense que c'est une question d'aura, de quelque chose qui est transmis de manière instinctive. En fait, ce qui est incroyablement plaisant, c'est que ça n'est pas qu'instinctif. Oui, parce que vous êtes un érudit, vous travaillez énormément vos sujets. Moi, j'adore l'aller-retour entre l'instinctif, l'inconscient, l'incompréhension de nos émotions, et puis après, y plonger, y chercher une forme de profondeur et de justification à ce qu'on peut ressentir. Moi, j'ai besoin des deux.
Vous avez besoin besoin de cet aller-retour entre les deux. Mais dans un premier temps, je dirais clairement que j'ai envie de me plonger dans l'incompréhension de mon intellect. Et d'ailleurs, quand vous dialoguez avec vos lecteurs, quelle est la question qu'ils vous posent le plus souvent ? Ce sont souvent, d'ailleurs, c'est très très troublant parce que quand on écrit de la fiction, on invente des histoires. Et puis j'ai la chance, c'est vrai, d'être lu. Et c'est de se rendre compte que ces histoires rentrent en résonance avec des destins, avec des vies, avec des sensibilités. C'est une sorte de conversation silencieuse, assez étrange, entre ce que j'ai pu rêver et ce qu'elles ont pu ou ce Et qu'elles vous ont y pu pensez ressentir. quand vous écrivez ? Je vais dire plutôt non. Parce que Oui. par exemple, l'exemple le plus clair, c'est le livre qui a changé ma vie, c'est La Délicatesse. Une histoire d'amour entre une veuve, un Suédois dépressif, une comédie plutôt. Et après, à l'époque, on m'a poussé à écrire La Délicatesse 2, La Délicatesse 3, et j'ai écrit Charlotte, un livre très douloureux en vers sur une peintre allemande. Ce qui prouve que je ne cherchais pas à conserver ce public-là. Ce qui me touche, c'est justement emmener peut-être les lecteurs et les lectrices dans mon univers, quitte à décevoir parfois, quitte à surprendre, mais ne jamais reproduire ce que j'ai pu faire. Et d'ailleurs, tous les grands artistes, les grands peintres que j'admire se réinventent tout le temps. Oui. On cherchait comme ça une façon de ne jamais reproduire ce qu'ils ont déjà fait. Et dans Je suis drôle, c'est vrai qu'il y a une manière de vous réinventer qui est assez géniale, dont on va parler dans un instant. Mais d'abord, et comme chaque semaine, la claque de l'équipe, c'est la claque de la semaine. Et on démarre avec toi, Nathalie. J'ai une claque politique et capillaire aujourd'hui. Peut-être que ça va vous donner des idées. Ça existe. Mes Et deux passions. Ben, c'est peut-être la prochaine passion. Et c'est une artiste ivoirienne, étonnante, décapante, qui s'appelle Laetitia Ki. Et qu'est-ce qu'elle fait, Laetitia Ki? Elle fait des sculptures avec ses cheveux. Donc, David, je pense que ça peut-être vous donner des idées. Ali, peut-être qu'il te manque un peu de Oui, matière. bon, on aimerait bien, je pense, mais malheureusement, on est condamné à ne jamais pouvoir faire ça. Il n'est jamais trop tard. Et en fait, ce qui est étonnant de cette jeune femme, c'est que elle s'exprime déjà en grand écart avec ses cheveux. Elle a une approche qui peut être à la fois très, très, très ludique, comme par exemple apprendre à faire une recette de smoothie. Vous dites smoothie, je crois. C'est ça, smoothie? Oui. On l'écoute. Today I will show you how to make my favorite fruit smoothie. Let's get into it. First, we need an apple, one very ripe banana. Then you will need the juice of one orange, one pineapple, some papayas. So that's it. Our smoothie is ready. Donc, c'est assez éclaté, mais après, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle s'exprime sur des sujets qui la font friser, sans mauvais jeu de mots. Elle est très engagée, elle est activiste, donc par exemple les violences faites aux femmes, les mutilations aussi génitales qui sont quand même tristement répandues. Elle a été découverte sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle est suivie par à peu près 6 millions de personnes sur TikTok. Avant de devenir un phénomène mondial, on l'a vu au cinéma, peut-être son visage vous dit quelque chose. Elle a joué dans Promis le ciel, qu'on a découvert à Cannes en 2025. Et ce que je trouve... qui colle au personnage de la jeune femme. Son père voulait qu'elle fasse école de commerce. Oui. Elle a fait à sa tête. Elle est devenue donc artiste, activiste et elle décoiffe. Donc, Laetitia Ki, allez voir ça. Arabelle, ta claque. Ma claque, c'est une expo qui est un peu déroutante et même totalement insolite. C'est parce que les sculptures que vous y voyez sont des cercueils ou des urnes funéraires. C'est l'œuvre de Paadjo, un artiste, sculpteur, ébéniste du Ghana, qui est pourtant une figure extrêmement connue de l'art contemporain africain. Ça fait plus de 50 ans que Paadjo travaille un bois clair qui s'appelle le wawa. Et il fait des œuvres qu'on appelle des abebu adeke. Traduction, ce sont des récipients à proverbes. Ce sont des cercueils qui sont sculptés et qui sont à l'image d'objets ou de traits de caractère du défunt. Donc en fait, ça raconte un peu la vie du mort. Alors un chauffeur va être enterré dans une voiture en bois. Oui, avec un objet totémique. Exactement. Un pêcheur dans un poisson, un commerçant dans un... Lui, je l'adore. Dans une bouteille de Coca-Cola. Alors, l'exposition est à la galerie Nothing Serious à Belleville. Et c'est une exposition sur les clichés parisiens, c'est-à-dire le pigeon. Ah, mais ça représente assez Ce sont des urnes Paris. Oui, c'est ça, les urnes funéraires. Le pigeon, le PSG. Le croissant, le sac Chanel, des bouteilles de vin, de Bordeaux, de Bourgogne. Assez original, c'est extrêmement joyeux. C'est assez génial, mais il faut dire, Arabelle, qu'on trouve ces collections jusque Alors, ça qui est amusant, au British c'est Museum. qu'au départ, ce sont quand même des vrais cercueils, parce que c'est une tradition du peuple Ga au Ghana, une tradition funéraire que d'enterrer les morts dans des cercueils sculptés, ce qui est interdit chez nous parce que c'est homologué chez nous. Mais ce qui est amusant donc, c'est qu'il s'est retrouvé, parce que son travail est extrêmement inventif, dans tous les grands musées du monde. Oui. Et aujourd'hui, il est aussi bien au musée de Boston qu'au British Museum,
muséums que dans des collections privées, absolument incroyable. Donc allez vraiment à la galerie Nothing Serious à Belleville, découvrir cette exposition qui dédramatise la mort, qui la rend presque joyeuse. Ben merci pour le conseil. Lauriane, ta claque? Moi, ma claque, elle m'a emmenée dans tous les pays du monde ces dernières semaines, mais sans impacter mon bilan carbone. Je suis allée à Auckland, je suis allée au Nigeria, je suis allée au Ghana, je suis allée au Chili, grâce à un site qui s'appelle Window Swap. C'est un site gratuit qui permet en fait de passer d'une vue à une autre, d'une fenêtre du monde à une autre. Puisqu'on parle souvent d'une fenêtre d'un ordinateur, là ce sont de vraies fenêtres. Et c'est un couple de Singapouriens qui a inventé ça en 2021. J'avais pas du tout vu ça passer, parce qu'en fait on était en plein confinement, ils en pouvaient plus, ils ont dit tiens, on va créer un site où les gens peuvent uploader leurs vidéos et montrer ce qu'ils voient en fait depuis leur fenêtre. Et je trouve le principe absolument dingue, surtout dans l'actualité du moment qui est quand même assez grisâtre. Le site connaît un boom à nouveau parce qu'on a juste envie de s'évader un petit peu à nouveau. Est-ce que c'est de l'art? Je me suis posé la question avant de partager cette claque et en fait la réponse c'est oui. Il y a quelque chose de très expérientiel, de très expérimental aussi. C'est une œuvre digitale, une œuvre vidéo. On ne sait souvent pas trop où les mettre, même dans les expos, quand il y a la petite salle où il faut regarder, on se dit est-ce que des gens achètent ça vraiment? Et j'aime bien cette idée de collecter finalement ces petites bandes de vidéos d'une dizaine de minutes. C'est participatif. Si vous avez une vue d'une fenêtre belle ou jolie, vous pouvez la mettre sur le site et elle se retrouvera sur Windows Swap avec votre prénom. Je vous invite à y aller, moi ça me détend. Merci Lauriane. Margot? Moi, je voulais vous faire découvrir ou redécouvrir peut-être un peintre que j'adore qui s'appelle Joaquín Sorolla. C'est un peintre espagnol du début du XXe siècle. Il est né à Valence. Il a montré l'Espagne et ses rivages vraiment sous leurs plus beaux jours. Regardez sa peinture, elle est exceptionnelle. On n'a presque pas envie de produire d'analyse. Bien sûr, on peut dire qu'il peint des scènes de genre et que c'est à la frontière de l'impressionnisme et du réalisme, mais on s'arrêtera là dans la description formelle parce que je veux juste vous montrer ce peintre du sensible, ce peintre de la lumière. La lumière, c'est le fil conducteur de toutes ces toiles, de la mer au portrait en passant par les jardins. Un peintre du sensible, il peint des gens qui vendent des melons dans la rue, des jeunes femmes qui bavardent sous des ombrelles, le retour des pêcheurs en fin de journée. Enfin bref, on a envie que de ça, de vivre dans un tableau de Sorolla, un peu comme dans la rencontre d'un film d'Emmanuel Mouret et d'Abdel Latif Kechiche, vous voyez. Oui. C'était un ami de Sargent. Il a portraitisé comme lui la bourgeoisie de son époque, mais avec quelque chose de plus, je sais pas, il a une Sorolla touch que moi je préfère, qui est plus au sud, qui nous emmène un peu comme ça doucement vers l'été. Il est exposé à la collection Bemberg à Toulouse jusqu'en septembre. Allez-y, franchement, c'est franc, c'est lumineux, c'est résolument moderne, c'est un énorme kiff. Merci du conseil. Charlie, ta claque de la semaine? Moi, ma claque de la semaine, c'est une œuvre chorégraphique signée Crystal Pite qui s'appelle Seasons Canon, que vous pouvez le voir sur l'écran. C'est un ballet pour 54 danseuses. C'est sublime parce que voilà, il y a la synchronicité, les diagonales, les perspectives. Parfois, à un moment, ils sont les 54 alignés. Si on a la chance d'être assis au milieu, on ne voit qu'une personne avec des bras qui se démultiplient. Et là, c'est vraiment l'éveil du printemps avec les insectes, tous ces corps qui forment plus qu'une masse mouvante comme ça, comme des nuées ou alors des. Et c'est sur la musique de Max Richter qui a recomposé les 4 saisons de Vivaldi. Et je vous ordonne d'aller voir cette œuvre qui est jouée en juin et en juillet là. À Paris. Merci Charlie. On ira. Dans Je suis drôle, David Funkinos, il y a quelque chose qui est assez formidable, c'est que vous arrivez à rire de l'art. Il y a une scène que j'adore à propos du dernier tableau de Papa. Désignant une toile avec 2 points rouges, il annonça « Il s'agit d'une conversation entre 2 cerises ». Après un silence, il y eut un rire collectif. L'artiste du dimanche midi ne comprenait pas pourquoi ses aspirations n'étaient pas prises au sérieux. Bon, on l'a tous vécu, ça. Là, on a vu des grands artistes avec vos claques. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a toujours dans la famille quelqu'un qui se met à peindre et qui monte ses toiles et qui provoque une gêne collective. Mais voilà, il faut s'enthousiasmer. Il faut s'enthousiasmer. Et donc, ce jeune Gustave Bonsoir, son père adoptif, effectivement, peint des croûtes fruitières et lui dit « Je te promets qu'un jour, si je réussis dans le cinéma, si je croise Jean Dujardin ou Marion Cotillard, je leur parlerai de tes tableaux. » Le livre Je suis drôle, c'est donc ce Gustave, ce jeune homme qui a compris quelque chose d'extrêmement fort, c'est qu'il pense que son destin, c'est de faire rire.
et de faire rire tout le monde. Et en y réfléchissant, on se dit, mais le rire, c'est malgré tout ce qu'il y a de plus superficiel. Et en lisant le livre, on s'aperçoit qu'au fond, non, c'est l'essentiel. Ah, je ne l'aurais pas vu d'une manière superficielle. J'ai au contraire le sentiment que c'est peut-être l'émotion la plus rapide qu'on peut procurer chez une autre personne. Il y a quelque chose d'immédiat, et chez Proust, chez Céline, chez tant d'écrivains, chez Flaubert. Quand on lit dans Madame Bovary que la conversation de Monsieur Bovary de Charles était plate comme un trottoir, c'est à la fois moderne, c'est drôle. Mais il y a quelque chose de frappant dans le livre, et sans divulgacher, et pour le dire rapidement, c'est vrai qu'il est approché à un moment, le personnage, par quelqu'un qui lui propose de créer un musée de la tristesse. Qu'est-ce qu'on présente dans un musée de la tristesse ? Mais ça, il faut que ça existe, hein, vous qui êtes dans l'art. Ça n'existe pas. Non, c'est effectivement une grande exposition qui est inspirée du musée des séparations, qui existe vraiment. Ça aurait été ma claque si j'avais fait une claque. Le musée des séparations à Zagreb, un musée où on lit les lettres de rupture, les morceaux de verre brisé, de vases cassés quand on se dispute. Et finalement, ça nous donne envie d'aimer, de voir toutes ces ruptures d'une certaine manière. Et il y a cet homme-là, Marco Comeda, qui va créer le musée de la tristesse. Avec une expérience totale. Le musée serait situé à Villejuif, et il y a des extraits de romans, de films, de la musique, des tableaux, des reproductions du cri d'Edouard Munch. C'est un musée sponsorisé par Kleenex. Oui. Et c'est vrai que des sculptures de Giacometti. Mais si vous voulez, il y a quelques années au Grand Palais, il y avait eu l'exposition Mélancolie. Oui. On a comme ça ce plaisir à traverser des œuvres qui peuvent aller chercher ou provoquer chez nous ce besoin qu'on peut avoir de mélancolie, de tristesse, qui peut faire du bien. Et c'est vrai que le musée de la tristesse, ce jeune garçon, Gustave Bonsoir, qui espérait faire carrière dans l'humour, va d'une manière un peu étrange se trouver dans le musée de la tristesse. Rien n'est plus drôle que le malheur. C'est une citation de Beckett qui est en exergue de votre livre, Margot. Oui, et ce qui est amusant donc, dans Je suis drôle, c'est que l'art contemporain est un peu omniprésent, tantôt manqué, tantôt célébré par Marco Comeda, ce personnage de galeriste qui est vraiment le pur produit de l'époque. Il va créer notamment une expo où toutes les toiles sont blanches et c'est aux visiteurs de dessiner les tableaux. Ça va être un succès phénoménal. Il va franchiser le concept. C'est quand même le culte du marketing. Ouais, c'est ça. Le happening permanent. Enfin, vraiment, il joue le jeu de l'époque. Après, il y a le musée de la tristesse. Et vous dites qu'aujourd'hui, l'art divertit plus qu'il ne fait réfléchir. Vous faites une petite référence à ces expos où il y a des ballons gonflables pour les enfants. Et, Expo Instagrammable, oui. C'est ça, non, c'est une vraie satire, évidemment. Mais moi, je trouve que tout n'est pas acheté dans l'art contemporain. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Et justement, ce musée de la tristesse, je trouve que c'est une bonne idée. Je pense qu'il faudrait le créer. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est génial, on organise, on fait une réunion après l'émission, mais bien sûr, je trouve que ça serait de toute façon. C'est un peu un concept. Non, mais j'adore l'idée que l'art puisse être ludique, divertissant, et que ça puisse être une expérience même physique. Je suis pas tant que ça dans la satire. Moi, je suis là avec mes enfants au Grand Palais dans ces expositions pop-up avec effectivement des ballons, mais le fait d'aller au Grand Palais, aussi d'être dans un univers finalement de musée ou à Orsay, ça a un intérêt, un avantage. Donc tout n'est pas négatif, mais clairement, j'adorerais qu'on puisse se créer le musée de la tristesse. Et on a quelqu'un qui est ludique, divertissant et cultivé, avec qui on apprend des choses chaque semaine. C'est Alex Vizorek. Vous aussi, évidemment, vous êtes toujours le bienvenu dans l'émission. Il s'est intéressé à l'exposition Giovanni Segantini qui démarre dès la semaine prochaine au musée Marmottan-Monet à Paris. C'est le Viseur Expert. Et aujourd'hui, direction le musée Marmottan-Monet pour découvrir Giovanni Segantini. Peintre italien de la fin du 19e, mort à 41 ans. Un mélange entre Napoléon, Victor Hugo et un guide de haute montagne qui n'avait pas envie de rigoler. Comme il vient du Tyrol, Segantini est considéré comme un maître des paysages de haute montagne. Dans le genre, c'est un premier de cordée. Comme il peint des paysages alpins, il y a beaucoup de moutons, comme ici, ou ici, ou ici. Et lui, il les a beaucoup trop comptés. Ce très beau tableau, La fille qui tricote, qu'on aurait aussi pu appeler circuit court, parce qu'entre le mouton et les chars, il n'y a pas longtemps. Et ce tableau-ci, Retour à la maison, une œuvre qui doit faire pâlir d'envie les Parisiens, puisque les protagonistes rentrent chez eux après le travail, et il n'y a pas d'embouteillage.
Mais bien sûr, il peignait autre chose que des montagnes, comme ici, portrait d'un homme mort. Et en même temps, ça ne doit pas être si difficile à peindre, puisque le modèle bouge pas trop, quoi. Allons donc tous voir Giovanni Segantini au musée Marmottan Monet. Money, money, money. Merci Alex, et à la semaine prochaine. Il y a une notion que vous abordez régulièrement dans vos livres, enfin régulièrement en tout cas dans le numéro 2, dans celui-là, c'est la notion d'échec. C'est un thème qui vous intéresse, pourquoi ? Alors, c'est plus intéressant peut-être d'écrire sur l'échec que sur la réussite. Non, mais quand on a justement votre réussite et quand on a ce succès considérable d'avoir rencontré des centaines de milliers, des millions de lecteurs. Oui, mais j'ai eu beaucoup d'échecs avant la publication de La Délicatesse, donc je suis en connexion et je pense que c'est vrai que c'est un thème, vous avez raison, qui est très très présent dans mes livres, y compris dans le dernier, puisque c'est un roman d'apprentissage et on se rend compte que Gustave Bonsoir va traverser beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés, y compris quand il tente l'aventure du stand-up. Et c'est vrai que l'humour, c'est quelque chose d'immédiat. Donc quand on fait pas rire, on le voit tout de suite. Et donc ça peut être très violent. Et pour moi, c'est très important aussi de raconter la vertu, d'une certaine manière, de l'échec. L'idée que parfois, il faut rater des choses pour pouvoir ça vous arrive à vous ? Parce qu'il y a une tradition, celle qu'on appelle le repentir. C'est-à-dire faire une œuvre et puis la trouver nulle, éventuellement la brûler. Est-ce que ça vous est arrivé, vous allez un peu loin, mais quand on est peintre, c'est un motif qui existe en tout cas pour la création artistique. Est-ce que ça vous arrive en tant qu'écrivain ou est-ce que vous reprenez les choses D'abord, ça m'arrive pendant que j'écris. C'est-à-dire que je peux me dire, tiens, c'est une bonne idée, puis le lendemain, je relis et c'est absolument pathétique. Oui. Donc, c'est un aller-retour entre une forme de confiance en soi et de désespoir de ses propres capacités. Mais en tout cas, sur certaines œuvres, clairement, moi, je me sens très éloigné de mes premiers romans. Je vous les déconseille totalement. J'ai refusé qu'il soit publié en folio. Les éditions la première fois qu'un écrivain dit une chose pareille, je crois. Mais alors, je dirais pas que... Ah, vous avez refusé qu'il soit publié en folio ? Oui. Ouais. Oui, j'ai pas trop envie qu'on les lise. Mais ils sont complètement absurdes, loufoques. Oui, voilà. Alors, chaque fois que je dis ça, ça donne envie de les lire. Bah, en fait, en termes de marketing, c'est mais franchement, c'est éblouissant. Alors, je peux pas dire que je les brûlerai certainement pas. Mais je suis plutôt un écrivain qui a été tout le temps... non, mais vous dites ça parce que Kafka, par exemple, de mes premiers Kafka, l'un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature, qui demande à son meilleur ami de brûler absolument tous ses manuscrits. Juste après sa mort. Non, alors j'en suis pas là, moi. Effectivement, j'en suis pas là. Et puis, je me sens surtout très éloigné de cette énergie-là. Ouais. Je trouve que ça part dans tous les sens. Et d'ailleurs, quand j'avais envoyé mon premier livre par la poste, j'ai retrouvé, bien après la note de lecture des éditions Gallimard, qui disait c'est foutraque, c'est bordélique, mais ça vaut le coup d'essayer. Non, c'est pas voilà, vrai. En 2002, c'est comme ça que j'ai été publié. Merci Antoine Gallimard, puisque vous êtes publié dans la plus belle collection de la littérature française, La Blanche. Non, mais ce qui est très beau, en fait, c'est un roman d'apprentissage. Oui. Et dans toutes nos vies, on a tous 2-3 personnes qui vont être déterminantes, qui vont croire en nous, qui vont croire parfois presque plus que nous-mêmes en nous. Et c'est déterminant parce que ce sont pour ces personnes qu'on a envie de réussir. Nathalie ? Oui, en fait, on discute de plein de sujets, puis on a parlé de l'art, on a parlé de la souffrance, on a parlé de l'échec. Et quand ça arrive, ces moments-là, des fois, on a besoin d'aller voir le médecin, on a besoin d'aller voir le psy et d'en parler. Et il y a un sujet dont on parle souvent à la Grande Galerie qui est l'art-thérapie, qui est un sujet très important pour moi. Vous avez dit vous-même avoir été sauvé par l'art. Ce livre part de la consolation par la peinture. On sait qu'il y a de plus en plus de pays qui rendent ça accessible à travers les médecins. Par exemple, les Suisses, maintenant, on peut prescrire des visites au musée pour adoucir nos maux. MAUX, bien sûr. Et je me demandais si vous accepteriez de joindre ce mouvement de militants pour que l'art-thérapie devienne universelle, en fait internationale. Mais moi, je trouve ça absolument essentiel et déterminant. Et j'adore l'idée que ça puisse être prescrit et même remboursé d'une certaine manière. Parce que je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ça console. Même quand j'ai écrit ce livre, Charlotte, elle s'est sauvée par la création. C'est ce qui lui a permis de survivre au désastre. Après, elle a été arrêtée, elle a une fin tragique. Mais en tout cas, elle se sauve de sa folie mentale par la création. C'est absolument nécessaire. Arabelle. Donc oui, je suis d'accord.
David Fuenquinos, moi, comme beaucoup de monde, j'imagine, je lis vos livres parce que d'abord j'aime les histoires, vous racontez bien les histoires, mais j'aime vos phrases. Vous avez un phrasé qui me réjouit. Et d'ailleurs, j'ai quelques citations qui viennent de mes notes de lecture personnelle. On a envie de les garder, on a envie de les noter, vos phrases. Dans La vie heureuse, vous dites « Eric avait l'air d'un homme enfermé à jamais dans le mois de novembre ». On le voit, Eric. Dans Tout le monde aime Clara, vous dites « Mathilde était si intense, on aurait dit l'intégrale de Dostoïevski ». Alors, est-ce que ces phrases vous viennent spontanément ? Est-ce que vous avez des fulgurances ? Est-ce que vous les travaillez au contraire énormément ? Est-ce que ce sont des accidents heureux ? Racontez-moi. Ça me touche beaucoup, merci, parce que c'est vrai que j'ai un goût obsessionnel de l'histoire, de la narration. J'adore la fiction, créer des personnages, raconter une histoire, faire en sorte que le lecteur puisse avoir du plaisir, en tout cas, et le désir de suivre cette histoire. Mais mon travail principal, mon énergie absolue, reste la langue, reste la particularité de la langue, reste justement ces phrases-là. Vous avez un sens de la formule qui est incroyable. J'ai une équipe très forte autour arc de moi. À toi, finalement, la lecture de David Fuenquinos. Moi, je les note. J'ai des pages entières de ça me touche ces livres beaucoup, qui me réjouissent. Moi, je me suis notée dans celui-là, l'été, tout le monde a l'impression d'avoir du talent. C'est une note de bas de page. Vrai. Je l'adore. C'est vrai que l'été, c'est la saison des illusions. On se raconte des histoires et puis arrive septembre et voilà, retour à la réalité. Elle avait vécu une amour passionnée et tumultueuse. Elle rêvait maintenant d'un amour suisse. Mais on peut l'applaudir. J'ai bien fait de venir, voilà, vous avez rencontré l'une des grandes lectrices de votre œuvre. Arabelle, tu parcours le monde pour conseiller les collectionneurs, les amateurs d'art. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'une superstar de l'art sud-coréen. Il s'appelle Lee Bae et il va créer l'événement cet été en s'associant à l'un des très grands noms de l'art contemporain français. On l'avait reçu dans l'émission, Jean-Michel Otoniel. Tu nous expliques ? On célèbre cette année un anniversaire qui est assez discret, qui sont les 140 ans de l'amitié diplomatique entre la France et la Corée. Alors, il va y avoir en 2026, ça a déjà commencé, un tas d'événements culturels, des événements également dans l'art contemporain. Et le plus attendu, c'est peut-être celui-là. C'est un face-à-face entre Jean-Michel Otoniel, donc sculpteur français, et Lee Bae, qui est un artiste coréen. Et ça va se passer à Séoul, donc en juillet-août, dans la résidence de France. Otoniel va occuper l'espace extérieur, les jardins comme il avait fait au Petit Palais, il y a peu de temps. Et Lee Bae va occuper l'espace donc intérieur. Le travail est très très différent. Ce sont deux univers qui n'ont pas l'air de se rejoindre du tout. Et en fait, je crois que ce qui les lie, c'est l'utilisation du feu. Parce que le matériau de travail de Lee Bae, c'est le charbon de bois. Alors c'est un matériau qui est très humble, qui est très simple. Il le brûle, le bois est totalement carbonisé, mais avant d'arriver à la combustion finale du bois, il le retire et ça fait donc un bois qui est très dur, qui est très compact. Ce charbon de bois est extrêmement utilisé aussi en Corée dans la calligraphie. Et c'est également utilisé dans des rituels pour la purification des maisons. Ça fait plus de 30 ans qu'il travaille ce matériau, il le travaille en sculpture, il fait des tableaux, il fait des dessins. Moi, ce sont les tableaux que je préfère parce que ce sont des sortes de mosaïques de bois extrêmement complexes. Et explique-nous en quoi il a un lien avec Otoniel, dont on a l'impression que l'univers est complètement différent avec son fer soufflé, ses couleurs, ses formes joyeuses. Otoniel, lui, utilise le feu pour ses perles de verre. C'est-à-dire que tout son verre, il est fait à Murano, c'est soufflé à la bouche comme à l'ancienne, à Venise. Cette île juste à côté de Venise, oui. Ces perles-là, ces grosses perles, qui ont besoin du feu pour justement qu'on puisse travailler la matière. C'est ensuite poli et il va construire avec ça des architectures, des sculptures et faire des choses absolument magnifiques de toute beauté. Ça devrait vous plaire. Et donc ça va créer un dialogue entre les deux. Le dialogue se fait entre les deux. Deux mondes, deux régions du monde extrêmement éloignées. Oui, je pense que le dialogue va être très beau justement. Et c'est important la beauté dans l'art parce que Otoniel fait des pièces qui sont très oniriques, qui sont très poétiques, qui ont un côté méditatif aussi comme celle de Lee Bae. Parce que le travail de Lee Bae, c'est vraiment une ode à la vie, c'est une métaphore de la vie, de l'impermanence des choses. Merci Arabelle. En tout cas, c'est absolument passionnant. C'est magique finalement. Je crois que tu as le meilleur métier parmi nous tous à parcourir le monde. Vous restez avec nous, David Fuenquinos. L'actualité de la culture, c'est la petite galerie et c'est signé comme chaque semaine par Karim Rarbage. Bienvenue dans la petite galerie, le récap de ce que l'art fait de plus fou. Et on commence avec la dinguerie. Cette semaine, focus sur la superstar japonaise de l'art miniature, Tatsuya Tanaka. Tatsuya, c'est un maître de l'illusion par l'échelle. Il crée ses compositions ultra poétiques en détournant des objets familiers du quotidien. C'est plein de références culturelles et pop, c'est drôle et tout mimi.
Et ce qui est dingue, en plus de sa créativité, c'est sa discipline. Tatsuya, il crée une composition par jour depuis 15 ans. Il a donc déjà réalisé plusieurs milliers d'œuvres. Et en plus, il publie des petits making-of sur YouTube, hyper intéressants. Tatsuya Tanaka, c'est la dinguerie de la semaine. Et on continue avec l'Incruste, cette semaine direction Torcy, en région parisienne, où on a la chance de squatter l'atelier d'un artiste qu'on adore. Je m'appelle Lossa Pardo, bienvenue chez moi. Yes, merci. Et Lossa, c'est un artiste peintre très inspiré, qui crée énormément de choses. Bon déjà, il fait ses toiles méga stylées à l'acrylique. Yes, très cool, il a une touche et un style hyper singulier immédiatement reconnaissable. Il fait aussi de très grands formats, des peintures très imposantes qui ont une particularité, c'est qu'elles sont créées sur la base de différentes photos. Cet endroit, il n'existe pas à lui tout seul. J'avais une première photo que je voulais peindre depuis un moment, que j'avais prise à New York. Et j'avais une autre photo que je voulais travailler aussi depuis un moment, d'un voyage au Japon dans une ville qui s'appelle Enoshima. Le collage de ces deux images, en termes de lumière, en termes d'atmosphère, je trouvais qu'il se passait quelque chose. Et donc j'ai voulu recréer un peu toute cette atmosphère dans une peinture. Magnifique. Et ce qu'on remarque tout de suite dans son atelier, c'est qu'il y a de quoi peindre, normal, mais il y a aussi de quoi faire de la musique. Et ouais, Lossa, il est également auteur-compositeur, interprète. Il a déjà sorti un album excellent. Il joue de la guitare, du piano et il chante. I doubt everyone was in Shibuya, my first time in Tokyo. Hyper beau, mais c'est pas tout, puisqu'il fait aussi les prods de ses morceaux. La track s'appelle Mr. Nobody, et j'avais justement un espèce de sample que j'ai créé. Lossa, il se définit comme un artiste musical autant qu'un peintre, et pour joindre ces deux formes d'art, il a trouvé une passerelle. L'animation, ça a été la réponse à ça. Trouver quelque chose qui fait le pont entre l'image et le son. Ouais, il fait ses animations comme un dessin animé, image par image, mais avec des peintures, et il s'en sert pour faire les visuels de ses morceaux. Donc il a fallu que je repeigne une centaine de fois la même image. Je mets avec des petites altérations, donc chaque image est différente. Et une fois assemblé, ça donne ce résultat complètement fou. Passionnant, Lossa Pardo. Merci et bravo à lui. Et on continue avec le Fololo. Cette semaine, on suit le compte d'Emmanuelle Moureau, une artiste française qui transforme l'espace en arc-en-ciel. Ouais, Emmanuelle, elle a une obsession, la couleur, et son passé d'architecte lui permet de structurer ses œuvres pour les rendre ultra immersives. Yes, c'est incroyable, des milliers d'éléments colorés, des chiffres, des lettres, des formes qui flottent. Chaque élément est suspendu au millimètre, chaque couleur est placée selon une logique très précise pour créer une sensation de profondeur presque infinie quand on traverse l'œuvre. J'essaie par mon travail donc de bouger le cœur des gens, susciter donc différentes émotions. Suivez le compte d'Emmanuelle Moureau, c'est un pur régal. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim. Il y a une idée qui est assez frappante dans le livre, c'est d'imaginer une Joconde sans Mona Lisa. Vous pouvez nous décrire à quoi ça ressemble ? Oui, c'est une des idées de ce fameux galeriste qui va créer plus tard le musée de la tristesse. Ouais. Il pense effectivement à exposer un artiste qui s'appelle Kamoto, qui est un artiste qui a libéré de l'oppression du cadre voilà, toutes les figures célèbres de la peinture. Oui. Donc c'est Mona Lisa sans Mona Lisa, le bar de Hopper mais sans les figurants accoudés au bar. Et donc ce sont des toiles simplement voilà, avec le décor. Il a libéré les personnages célèbres de la peinture. Et c'est quelque chose d'assez génial puisque vous êtes finalement, oui, l'un des libérateurs de toutes ces personnes enfermées dans leur cadre. Vous restez avec nous, David Fonkinos. Il est temps d'accueillir notre deuxième invité. C'est une artiste qui s'est imposée sur la scène contemporaine française. Ses sculptures extrêmement délicates représentent des jeunes femmes le plus souvent. Elles nous interpellent, elles sont absolument sublimes. Cette artiste s'appelle Julia Aumont et elle est notre invitée.
Bonjour Julia et bienvenue. Je vous présente David Funkinos, le public et toute l'équipe. Vous sculptez des jeunes femmes grandeur nature dans leurs robes, comme on pourrait dire. Ce sont des personnages en faïence, puisque c'est l'un des matériaux sur lequel vous travaillez beaucoup. On en voit quelques-unes qui viennent d'être exposées à la galerie Filles du Calvaire à Paris. La fragilité, la fin de l'enfance, de l'innocence, c'est une thématique qui traverse beaucoup de vos œuvres. Vous puisez d'ailleurs de l'inspiration dans vos archives familiales ? Oui, bonjour. Alors, en effet, le point de départ était un lot de photos que j'avais récupérées de moi enfant, en bas âge, à mes 19 ans, dans des circonstances familiales qui m'avaient touchée particulièrement. J'avais commencé à les réinterpréter et au fur et à mesure, j'ai effacé les adultes de ces photos et je me suis concentrée sur le personnage principal qui était donc moi enfant. Maintenant, cette figure, elle a évolué, c'est-à-dire qu'au départ, c'était des jeunes filles en bas âge. Donc là, on les voit. Et là, justement, racontez-nous ce qu'on voit à l'écran, parce que vous jouez avec les postures de vos personnages. Vous les présentez allongées, assises, les jambes relevées, là, totalement tordues. Vous travaillez le corps et le mouvement. Tout à fait. Alors celle-ci, elle est inspirée de la sculpture La Jeune Tarentine qui est à Orsay. Donc parfois, je viens puiser dans des œuvres déjà existantes certains mouvements. Et ensuite, tout ce qui est l'univers autour de la danse, du cirque, de la gymnastique a toujours été très important pour moi. C'était ce que je voulais faire enfant. Oui. Et j'accorde beaucoup d'importance, en effet, à toutes les postures et les mouvements. C'est vraiment ce qui va m'intéresser. Alors que c'est la même jeune fille qui va se répéter. Mais par contre, ce qui va vraiment les individualiser va être la façon dont elle se tient. Lauriane ? Votre expo, donc à la galerie Filles du Calvaire, s'appelle « Dans ma robe couleur du temps ». Robe couleur du temps, forcément, ça fait penser à Peau d'âne, au conte Peau d'âne. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Je crois que c'est en référence aussi à une œuvre cinématographique. Oui, tout à fait. Alors, moi, je suis une grande fan de Jacques Demy. C'est le premier film que j'ai vu quand j'avais 5 ans, que je revois chaque année. Et puis, on peut toujours avoir des lectures différentes de ce film. Je pense que ça m'a influencée aussi dans la façon... Lui va avoir tendance à vraiment avoir des images très oniriques, des couleurs très belles pour raconter des choses assez tragiques et tristes. Et que de la même façon, je vais aussi enrober par une esthétique assez douce, avec des tons assez pastels, des choses qui peuvent être assez violentes finalement. Parce que Peau d'âne, c'est l'histoire d'une fille qui essaye d'échapper à quelque chose d'assez dramatique. Oui, tout à fait. Enfin, son père veut se marier avec elle suite au décès de sa mère. Et le titre était aussi, car c'est la première fois là que j'utilise un vrai vêtement, une robe de mariée sur une des sculptures de l'exposition, qui est tombante et à moitié déchirée. Donc voilà, on ne sait pas vraiment si elle veut, comme Peau d'âne, s'en échapper pour se libérer de toutes ces injonctions ou si... Nathalie ? Je vous écoute et j'ai l'impression que l'univers du conte, voire même du cirque, nourrissent votre imaginaire, parce que j'ai lu quelque part aussi que vous avez longtemps souhaité joindre une troupe de cirque, une compagnie circassienne. Et je me demandais, est-ce bien le cas? Oui, c'était mon rêve. En fait, j'ai fait des études de stylisme modélisme, mais plus jeune, voilà, j'avais voulu rentrer en sport-études de GRS où j'avais été acceptée, ça s'est pas fait, c'était un regret. Et quand j'ai arrêté les études de stylisme, c'était justement pour faire du cirque. Et puis j'ai pas été prise dans l'école. Et ensuite, finalement, j'ai fait une école d'art, mais je pense que ça se ressent et qu'il y a quelque chose d'assez peut-être mélancolique aussi par rapport à ça. Et puis dans le mouvement aussi. Oui, c'est ça, il y a vraiment cette recherche de mouvement. Et... J'ai des bons noms de compagnies de cirque, si vous souhaitez. On en a des bonnes au Québec. Je pense que vous avez trouvé le succès et votre voix. Quand on voit votre travail, c'est vrai que c'est assez admirable. Qu'est-ce qui vous inspire, ce travail de Julia Aumont, celui qu'on voit à l'écran? Je trouve que, alors d'abord, c'est très très beau. Mais on sent comme ça une sorte de puissance dans un premier temps, et puis on est enveloppé progressivement par la douceur. Et donc, j'ai le sentiment que comme ça, voilà, c'est vers la douceur qu'on va en regardant vos sculptures. Merci. On pense à la délicatesse ? Clairement, ça pourrait tout à fait être l'affiche de la délicatesse 2. De la délicatesse 2, oui. On fera jamais, mais de bon. votre roman. Comment vous créez, en fait? Vous avez des modèles? Non, alors c'est moi qui prends les positions généralement, et je pense que ça participe à l'ambiguïté de ces corps de jeunes filles qui sont juste en dessous de l'échelle 1, on va dire. Et moi, je vais prendre les poses, toucher mon corps, et donc elles ont des formes finalement qui vont être un peu plus adultes que ce qu'elles devraient avoir par rapport à leur taille. Et après, je travaille toute la partie modelage qui est en creux à la main, donc au fur et à mesure des semaines où là l'œuvre va se dessiner.
Mais Margot ? c'est difficile parce qu'il y a une grande douceur dans ce qu'on voit, effectivement. Comme vous disiez, David, c'est très beau. Mais en même temps, quand on connaît un peu l'univers de la danse et du cirque et tout, c'est extrêmement difficile d'être dans ces postures. Il y a une grande justesse dans la posture de cette jeune femme. Et il y a de la contrainte et il y a un peu de violence aussi. Il ne faut jamais oublier ça. Et on sent cette ambivalence chez vous, dans votre travail, entre la douceur et la souffrance. Oui, tout à fait. Mais il y a souvent une dualité, même dans les matériaux que je vais utiliser. Il y a les parties émaillées qui, elles, vont être très lisses et brillantes, des parties rugueuses. Il y a aussi des œuvres en tissu avec des zones qui vont être Oui, il y a des œuvres en tissu. pastels, Vous faites des compositions murales qu'on va voir à l'écran. Vous sculptez également des formes abstraites. Vous dites qu'elles sont parfois plus violentes, plus directes, plus spontanées que les formes ou que les figures figuratives. Plus violentes en quoi ? Plus violentes, déjà, suite au retour que j'ai eu lors de l'exposition, les gens ont vraiment noté de la violence en les voyant. Bien sûr. Et Qu'est-ce qu'on voit là, par exemple ? Alors là, c'est les pièces en tissu. Donc là, c'est comme une peinture murale. C'est vraiment des couleurs que je viens apposer au mur, un petit peu comme les papiers découpés de Matisse qui m'ont inspirée. On a des mélanges de tissus, on a de la toile à beurre qui me rappelle la texture un petit peu des doudous enfants que je viens teindre. On a des morceaux de tarlatane, des morceaux de tissu synthétique qui rappellent plutôt les déguisements pour enfants, des morceaux de soie et de robes de mariée également. Et en fait, je vais venir altérer certaines matières, les déchirer, les découdre, et vraiment ensuite travailler la composition. Et ça vient presque comme un décor répondre aux sculptures et les compléter. Toutes les œuvres de cette exposition sont sans titre. C'est volontaire ? Enfin, pourquoi ? Oui, j'ai du mal avec... tout ce qui va être à poser des mots dessus, j'ai l'impression que ça va enfermer mon... Voilà, c'est ça. J'adorerais. J'adorerais. Non, vous c'est très inspirant. inspirant. Influencer le public, en tout cas, lorsqu'il est devant une œuvre. Oui, j'ai l'impression que ça enferme un petit peu, que ça amène un sens trop précis. Et c'est vrai que déjà, les jeunes filles, au départ, étaient des autoportraits, donc je ne voyais pas vraiment comment les nommer autrement. Et j'aime bien cette liberté de lecture. Merci Julia Aumont, merci David Fonkinos. On va, comme chaque semaine, ralentir le rythme et direction le musée d'Orsay dont on parlait à l'instant pour admirer un tableau devenu absolument culte après avoir été méprisé. Raboteur de parquet, c'est signé et peint par Gustave Caillebotte, un tableau de 1875 et c'est fascinant. Caillebotte, c'est fascinant. Merci à tous. Merci infiniment d'avoir été les invités de la Grande Galerie francophone. David Fonkinos, vous avez publié Je suis drôle. C'est génial et c'est aux éditions Gallimard. Julia Aumont, merci infiniment. Bravo pour ce que vous faites. Quant à nous, on se retrouve en replay sur l'application TV5 Monde Plus et quand vous le voulez sur les réseaux sociaux. Merci les amis. À suivre sur TV5, évidemment les 64 minutes. Charlie, les sculptures de Julia Aumont t'ont inspiré quelques notes. Oui. Tu vas nous offrir une improvisation pour qu'on se sépare, parce qu'il faut se séparer. Il faut se séparer, là c'est comme ça. Toute bonne chose ont une fin. Et avec toute la bande, on vous dit à la semaine prochaine. J'ai remarqué que quand elles avaient des chaussettes, elles étaient tout le temps dépareillées. C'est volontaire, j'imagine. Voilà, comme celle-ci par exemple. Alors, ok.
Bravo Charlie. Merci encore. Salut à tous et à la semaine prochaine.